Bonjour, Bonjour. bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Syndex sur le thème du dialogue social et de l'environnement, le dialogue social environnemental, et sous l'angle de quel levier activer et quel levier pratique activer, parce qu'on a de la chance d'avoir deux élus qui ont été accompagnés par le cabinet qui vont rapporter leur expérience vécue du dialogue social environnemental sous deux angles très différents. Donc, merci à Syndex, merci à vous de votre participation dans la salle. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir deux éclairages très différents. Donc, avec Saléha Belabas, toi, tu es le, tu es alors, le terme exact, attends. Coordinatrice. Coordinatrice, excuse-moi. Tout à fait. Coordinatrice de la nouvelle commission transition écologique du CSE Central d'Air France. Tout à fait. Donc, c'est le 14 novembre, c'est la deuxième réunion de cette commission du CSE Central. Donc, tu vas nous expliquer qu'est-ce que vous y mettez dedans et quelles attentes et aussi, avec quelles attentes et quels objectifs toi tu te donnes en tant que coordinatrice de cette commission. Et Yves Lizio, toi tu es secrétaire adjoint du CSE de la DTSI d'Orange. DTSI, c'est en fait toute la partie réseau, en gros, d'Orange, à peu près 12 000 salariés. Et tu vas nous parler d'un cas très spécifique qui concerne un déménagement qui se passe pas forcément dans les meilleures conditions du côté de Toulouse. La fermeture d'un site de 300 salariés du côté de Toulouse et comment la direction l'appréhende et comment vous avez réagi au regard la façon euh, d'amener les choses de la direction. Donc, merci à tous les deux de nous partager votre éclairage. Et merci à toi, Olivier. Olivier Chabrol, toi, tu es responsable du pôle RSE chez Syndex, la partie expertise RSE. Donc, on va commencer avec toi. Et si tu peux nous expliquer peut-être un peu, ça mange pas de pain, de remettre un peu les bases de ce que c'est que le dialogue social et des leviers théoriques qui existent, des leviers théoriques, au regard de ce que vous faites et ce que vous produisez, parce que vous avez quand même pas mal de matière à partager, donc on va le voir dans le cadre de ce live. Donc, Olivier, à toi la parole. Et merci Rodolphe, et merci à Miroir Social pour l'organisation de ce temps de webinaire en commun. Effectivement, je pense que la plupart des participants connaissent le cabinet Syndex. On existe depuis un peu plus de 50 ans maintenant, au service exclusif des représentants du personnel et des organisations syndicales. C'est un cabinet d'expertise comptable, mais depuis longtemps, on s'est élargi aux questions sociales, bien sûr, au service du syndicalisme, et aussi aux questions environnementales. Depuis une vingtaine d'années, d'ailleurs, moi, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint le cabinet. Je suis ingénieur chimiste d'origine. Et on a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont là spécifiquement sur l'analyse des systèmes de management de la responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE, et surtout son articulation avec le dialogue social. Évidemment, la RSE développe le dialogue sociétal avec toutes sortes de parties prenantes, internes et externes, mais la place des représentants du personnel et la place des organisations syndicales n'est pas toujours claire dans ce dialogue multipartite. Et fort heureusement, on a explicitement depuis 2 ans, depuis la loi climat et résilience, inscrit dans le droit du travail le fait que les enjeux environnementaux font maintenant explicitement partie du dialogue social d'entreprise. Et donc, c'est ça le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, et c'est ça sur lequel on accompagne des équipes. Alors, effectivement, en introduction, je vous propose qu'on rebalaye très rapidement, en fait, le cadre juridique qui a été donc élargi depuis cette loi climat et résilience. Et pour ce qui concerne le dialogue social, le point principal, c'est l'élargissement de la mission du CSE. Le CSE, tel qu'il est défini dans le Code du travail, je peux revenir à la diapo précédente peut-être, sur la mission du CSE. On voit les parties que j'ai soulignées en rouge, c'est les parties qui ont été ajoutées dans le Code du travail.
Le comité social et économique d'entreprise, il a toujours la même mission, hein, d'exprimer la représentation collective des salariés vis-à-vis de leurs intérêts et sur toutes les questions économiques, financières, relatives à l'organisation du travail, à la formation et aux techniques de production. Ça n'a pas changé. Mais l'aspect très important qui est venu se rajouter, c'est que on peut examiner tous ces sujets-là maintenant en y ajoutant les lunettes environnementales et pas seulement sur les questions environnementales qui concernent les process ou les produits de l'entreprise, mais qui concernent toutes les décisions de l'entreprise, hein, donc y compris les décisions d'organisation, d'aménagement du travail, etc. Et ça donne lieu à information et consultation sur tous les sujets classiques du dialogue social. Tu peux passer à la page 3. Et là, j'ai juste fait ce petit topo en rappelant les articles du Code du travail qui indiquent explicitement qu'on peut aborder maintenant l'environnement dans toutes les consultations. Il n'y a pas une consultation spécifique sur les enjeux environnementaux. Dans toutes les consultations récurrentes, hein, donc que ce soit sur la situation économique et financière, que ce soit sur la politique sociale, que ce soit sur les orientations stratégiques, on peut aborder à tout moment l'aspect des conséquences environnementales des décisions de l'entreprise. Et ça doit être présenté par la direction et ça peut donc faire l'objet d'un avis par le CSE. C'est vrai aussi pour toutes les consultations ponctuelles, et en particulier les consultations sur projet. C'est ce que Yves Lizaud va illustrer tout à l'heure au travers d'un projet qui était présenté par sa direction. Donc, quand il s'agit d'un projet, là, il doit y avoir dans la présentation du projet un volet spécifique qui peut être au moins sous la forme d'un paragraphe, et si c'est un projet important ou avec des conséquences environnementales significatives, ça peut même faire l'objet d'un livret spécifique qui examine les conséquences environnementales de ce projet ou de la décision de réorganisation de l'entreprise. Voilà, donc on a bien une mission qui s'est élargie de façon permanente aux enjeux environnementaux, qui donne une légitimité explicite, non contestable dans le dialogue social. Et donc là, c'est vraiment une nouveauté pour beaucoup d'élus pour lesquels ce n'était pas une habitude de traiter de ces questions. Olivier, moi je me permets un petit rebond, c'est tu illustres l'élargissement des prérogatives. En quoi ça amène à la question, on le voit, c'est parce que tu peux aussi le constat, c'est que il reste encore il y a la loi climat qui est passée. Et il y a quand même une difficulté, c'est les sondages flash que vous avez lancés qui le montrent, hein, une difficulté d'appropriation de cette matière par les élus et par les directions. Et ça pose la question le champ s'élargit et s'élargit à tel point que la question de la sélection, de la hiérarchisation des combats qu'on doit porter avec l'angle environnemental. On ne peut pas tout faire. Et comment cette question se pose et comment vous l'appréhendez, vous? Oui, alors tu as raison. Aujourd'hui, on est en phase d'apprentissage, en phase d'appropriation. D'ailleurs, ce webinaire, il est là pour aider à cette appropriation. Et effectivement, Syndex a mené une enquête flash là, du 22 août au 18 septembre, donc juste 2 ans après la loi climat et résilience. Et dans cette enquête flash, à laquelle il y a eu 230 répondants quand même, donc ça a quand même un peu de signification. Il y a encore 83% des répondants qui considèrent avoir pas du tout ou très peu de dialogue social relatif à l'environnement dans leur entreprise. Donc on voit bien, comme tu le dis, que cette appropriation, même s'il y a une connaissance qui commence à être exprimée de l'existence de ces prérogatives, elles sont encore très peu utilisées, très peu utilisées. Et une des explications, c'est le manque de confiance en eux des acteurs sur ce sujet, en quelque sorte. En particulier, dans cette enquête, 67% des élus indiquent qu'ils s'estiment insuffisamment incompétents pour traiter correctement des sujets environnementaux. Donc, il y a un vrai enjeu
de monter en confiance et de monter progressive en compétences. Et ça, c'est de part et d'autre, effectivement, parce que cet inconfort de la part des représentants du personnel, on le constate aussi de la part des directions, et en particulier dans les directions des ressources humaines, hein, qui n'étaient pas du tout habituées à traiter de ces sujets environnementaux. Donc, même s'il y a une culture individuelle des personnes et une opinion publique qui est de plus en plus sensible aux questions environnementales, le fait de le passer dans son rôle d'acteur du dialogue social, c'est encore un long chemin à faire. Alors, comme tu le dis, il y a cette problématique de la sélection des sujets, parce que les enjeux environnementaux, c'est très vaste. Et ben nous, notre recommandation, c'est d'y aller peu à peu, hein, de progresser peu à peu. Je pense que Saléa pourra témoigner de la façon dont ça s'est fait dans une entreprise. En fait, souvent, on part d'une analyse un peu exhaustive de tous les enjeux du développement durable qui touchent l'activité de l'entreprise, ou plus exactement, ou dans le sens inverse, les enjeux qui sont touchés par l'activité de l'entreprise. Et puis, on essaye de classer l'importance de ces enjeux, la criticité des risques qui sont portés sur les écosystèmes. Et on va traiter de ce sur quoi on pense avoir des marges de manœuvre. Hein. Et alors après, il y a les questions de priorité. Et effectivement, il vaut mieux avancer pas à pas, parce que sinon, si on cherche à tout embrasser d'un seul coup, en fait, on ne va pas du tout avoir la place dans le dialogue social classique. On va revenir sur ces questions de difficultés et de freins. Et donc, nous, on encourage à prendre les sujets, à prendre 1, 2, maximum 3 sujets au début, sur lesquels il y a un intérêt commun des acteurs du dialogue social, côté organisation syndicale représentative et côté direction, pour pouvoir progresser sur le sujet. Voilà. Alors, la diapo que tu viens de présenter, là, en complément, justement, c'est un autre volet d'avancée du dialogue social grâce à la loi climat et résilience, qui concerne cette fois pas le CSE, mais directement les organisations syndicales représentées dans les entreprises. En fait, les organisations syndicales, on leur donne explicitement la place pour intégrer les enjeux de la transition écologique dans la négociation des accords sur l'évolution des emplois et des compétences et des parcours professionnels, notamment la GPEC, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça, c'est au niveau de la branche, hein, tous les 5 ans. Eh bien, maintenant, il doit y avoir systématiquement un point de l'accord qui explicite comment les acteurs de la branche, les entreprises de la branche doivent aborder les enjeux de la transition écologique. Et ça doit se décliner aussi dans la GEPP au niveau de chaque entreprise. Là, c'est une renégociation qui doit avoir lieu tous les 3 ans, donc sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, où on doit voir comment effectivement la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans l'entreprise sont intégrés dans la gestion des parcours professionnels. Donc ça, c'est des places explicites dans lesquelles on doit trouver des textes écrits et co-signés dans des accords de branche et dans des accords d'entreprise pour faire vivre la transition écologique. Donc ça, c'est le complément, on va dire, à la prise en compte des enjeux environnementaux dans le CSE. Peut-être tu peux passer à la diapo suivante. On pourrait dire beaucoup de choses hein, sur l'aspect juridique de cette évolution du droit. Là, j'ai fait juste un résumé pour lancer le débat. Rodolphe, je t'ai perdu. Il a, semble-t-il, perdu sa connexion. Mince alors. Voilà, je vais avancer. Je vois que vous pouvez tourner les diapos aussi. Alors, je vous ai mis là quelques demandes parmi celles qu'on reçoit aujourd'hui au cabinet Syndex de la part des organisations syndicales. Bonjour, rebonjour Rodolphe, merci de ton retour. Tu nous as fait peur. On a en fait des demandes qui nous viennent des organisations syndicales et des demandes qui nous viennent des CSE, bien sûr. Alors, 3 types de demandes. Des demandes en formation, des demandes dans les missions d'expertise elles-mêmes, et puis des demandes d'accompagnement à la négociation sur ce sujet. Sur la formation, eh bien,
parmi les moyens qui ont été aussi explicités dans le droit du travail, c'est la possibilité d'inclure la notion des enjeux environnementaux dans la formation économique des élus de CSE. Donc, on a même construit une formation, un module de formation spécifique à Syndex, là, d'une journée, pour se saisir des prérogatives environnementales dans le cadre des infoconsultes. Et bien souvent, des équipes d'entreprise nous demandent des formations sur mesure, sur lesquelles, du coup, on va s'appuyer sur les documents de l'entreprise, sur ce qu'on appelle le système de management de la RSE de l'entreprise elle-même, pour décortiquer, aider en fait le CSE à se saisir des informations et à se saisir des enjeux clés de sa propre entreprise. Et c'est ce qu'on analyse souvent dans les expertises qu'on fait dans le cadre des informations récurrentes ou des informations ponctuelles. J'en ai mis quelques-unes ici, et en particulier, quand c'est la première fois que c'est abordé dans une entreprise, on fait souvent un état des lieux des principales conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise ou des mesures mises en place par l'entreprise pour réduire ses impacts ou s'adapter aux contraintes de son marché, aux contraintes environnementales de ses activités, et à essayer de faire un peu de prospective avec différents scénarios sur les évolutions possibles de cette entreprise en fonction des évolutions envisagées du marché, en intégrant des enjeux environnementaux. Parfois, on va plus loin, en particulier dans les grandes entreprises, en analysant ce qu'on appelle la gestion des risques sociaux et environnementaux. Et ça, c'est décrit pour les très grandes entreprises, pour les plus de 5000, dans les plans de vigilance d'entreprise, qui doivent être remis à jour chaque année et qui donnent une place explicite aux organisations syndicales représentatives dans ces entreprises pour en fait suivre au moins le système d'alerte et de recueil des signalements de ce plan de vigilance, et souvent aussi de contribuer à la mise à jour de la cartographie des risques. Et puis, dans un certain nombre d'entreprises, que ce soit les entreprises de pesticides, dont on parle beaucoup en ce moment, ou les entreprises de l'aviation, dont Saléa va sans doute nous parler tout à l'heure, il y a des enjeux, des controverses sociétales sur l'évolution de l'utilisation de ces produits. Et donc, ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on va porter un regard sur les points de vue, en particulier de l'impact environnemental de l'activité ou des produits. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne l'accompagnement du CSE. Et puis, pour l'accompagnement des organisations syndicales, eh bien, évidemment, elles ont un droit de négociation. Et donc, elles peuvent faire appel à nous pour les accompagner dans la négociation des accords. Donc, par exemple, pour la création d'une commission environnementale, on va avoir un exemple tout à l'heure. Mais il y a aussi, et ça c'était même avant la loi climat et résilience, la possibilité de négocier des accords de mobilité durable ou des accords d'intéressement avec des clauses spécifiques dans la formule d'intéressement sur les enjeux environnementaux ou la GEPP, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de négociations qui maintenant intègrent formellement des parties de suivi sur l'environnement, donc avec le développement d'indicateurs spécifiques de performance. C'est sur ces aspects-là de méthode que Syndex peut amener de l'outillage et puis utiliser des choses qui sont des bonnes pratiques qui ont été développées par d'autres. Voilà, donc vous voyez une profusion de possibilités qui sont encore malheureusement pas beaucoup utilisées en comparaison de toutes les missions qu'on peut faire. Sur les 2000 missions en gros que Syndex réalise chaque année, en 2022, on avait encore qu'à peu près 5% de nos missions sur lesquelles on avait des demandes explicites sur ce sujet-là. On en a un peu plus en 2023, je n'ai pas encore les chiffres, mais c'est encore une faible minorité des demandes qui nous arrivent sur ce sujet-là. Alors, donc les conseils qu'on vous donne pour muscler votre dialogue social sur ce sujet-là, d'abord, c'est de se former. Clairement, il y a un besoin de formation et là, les représentants du personnel doivent monter en compétence pour se sentir plus à l'aise, pour pouvoir aborder de façon solide ces sujets-là. Utiliser le droit à l'expertise. Vous avez la chance, dans le cadre des expertises classiques, et la loi climat et résilience a aussi fait évoluer le droit des experts sur ces sujets-là. On a
tous les droits d'investiguer sur les aspects environnementaux dans et hors de l'entreprise. Donc, utilisez-le pour vous aider aussi à monter en compétences. Et puis, il faut s'organiser. Effectivement, pour faire la place, tu le disais, Rodolphe, c'est pas toujours facile. Il y a des arbitrages à faire, mais donner une place récurrente aux enjeux environnementaux, à la discussion, au dialogue social sur les questions environnementales, pour pouvoir voir si ça progresse, en fait. Et d'année en année, en fait, la question environnementale devient de plus en plus prégnante, de plus en plus influente, en fait, sur les stratégies d'entreprise. Donc, il ne faut pas faire ça une fois et puis mettre de côté. Il y a vraiment un défi à s'en saisir de façon récurrente dans le dialogue social. Et les experts vous y aideront autant que possible. Alors, pour ça, on a développé plusieurs civilisations qui sont téléchargeables sur le site internet de Syndex. Il y a un décodage détaillé de la loi, là, dont je viens de vous faire un débrief ultra rapide. Vous pouvez télécharger quelque chose de beaucoup plus touffu qui va analyser les points forts et les limites de ces nouveaux droits, avec de l'outillage sur les méthodes, une brochure sur l'environnement, là, comment bien l'intégrer dans vos consultations, un mode de questionnement spécifique. C'est le petit doc de droite, là. Découvrez le diagnostic environnement Syndex pour ceux qui commencent. Et puis pour ceux qui commencent aussi, on a fait un petit lexique sur les enjeux environnementaux à l'usage des IRP. Qu'est-ce que c'est que le reporting de RSE? Qu'est-ce que c'est qu'un bilan des émissions de gaz à effet de serre? Voilà, ce genre de choses de façon, on va dire, simplifiée et pédagogique. Vous le trouvez dans ce petit livret téléchargeable. Et alors pour ceux qui veulent aller plus loin, on vient de publier, c'est tout neuf, ça a moins de 2 semaines, une étude qu'on a menée, une grosse étude qu'on a menée conjointement avec la CFDT depuis plus d'1 an, et avec le financement de l'IRES, une étude qui s'appelle « Quelles pratiques pour le dialogue social en entreprise sur la transition écologique ?» Alors là, on rentre beaucoup plus dans le détail. D'une part, on regarde tout le cadre juridique, non seulement qui est lié à la loi climat et résilience, mais tout ce qui existe en parallèle et qui peut toucher l'environnement. Et puis, on fait un état des lieux des pratiques et surtout, ce rapport qui fait 82 pages, mais dont il existe une synthèse de 4 pages et qui va permettre, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire l'ensemble de l'étude, de connaître au moins les 15 recommandations à l'attention des organisations syndicales qui ressortent de cette grosse étude qui a été très intéressante et qui donne vraiment des pistes aux acteurs pour améliorer leur prise en compte des enjeux environnementaux dans le dialogue social. Voilà, merci Olivier. C'est trop long, Rodolphe. Non, pas du tout. Non, j'ai mis en lien l'étude et le lexique notamment. Après, le reste des ressources, vous les trouvez sur le site de Syndex où il y a vraiment toute une partie liée à l'environnement avec toutes les ressources dédiées. Voilà. Donc, je vais mettre les liens des autres documents aussi dans le chat si tu veux. Alors, Olivier, moi j'ai deux relances avant de passer la parole à Yves et Saléa. Tu parlais de formation, comme c'est le point d'entrée. Quid, on va dire, c'est peut-être l'occasion de partir sur de nouvelles bases, le dialogue social environnemental, même si on intégrait précédemment de l'environnement dans le dialogue social, mais sans le verbaliser comme on le verbalise maintenant, mais pas avec du tout la même portée, ça c'est clair. Est-ce que c'est, par exemple, dans les formations, est-ce que vous êtes amené à faire des formations communes? Tu l'as dit, il y a un déficit de compétences ou de pas forcément se sentir légitime du côté des élus, mais également du côté des directions. Donc, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'avoir des formations communes sur dire on va partager le même, sans forcément être complètement, bien sûr, convergent ensuite, mais au moins partager le socle de base et partager les mêmes les conditions préalables à la discussion. Est-ce que ça, vous pouvez le faire? Est-ce que vous l'avez fait? Ça, c'est une première chose. Et dernière petite relance avant de passer la parole, tu parlais du déficit, enfin, pour l'instant, les expressions strictement environnementales restent faibles. Et l'exemple le plus symptomatique, c'est par exemple le droit d'alerte environnementale, où là, on est vraiment dans l'illustration
d'une difficulté à s'approprier il existe un droit, mais on l'active pas. Ouais, alors deux sujets différents. Donc sur la formation. Et alors effectivement, sur les questions environnementales, on est sur un sujet qui pose le dialogue social assez différemment des questions économiques, parce que bon, sur les questions économiques, souvent les directions ont accès à plus d'informations que les représentants du personnel, ou en tout cas plus en avance. Et du coup, on a souvent un dialogue social qui est un peu déséquilibré. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que le législateur a créé une expertise au service des IRP pour essayer de rééquilibrer ce dialogue avec un niveau d'information sur la compréhension des enjeux économiques par les deux acteurs du dialogue. Sur la question environnementale, on part assez différemment parce qu'en fait, tout le monde est débutant, y compris beaucoup de directions découvrent le sujet, elles n'avaient pas suffisamment exploré en tout cas, et sur certains sujets, elles n'avaient souvent pas du tout exploré, par exemple sur les impacts sur la biodiversité. Beaucoup sont en phase de débutant complet. Hein. Et donc là, il y a une vraie question de monter en compétences coordonnées. Hein, pour pouvoir avoir un dialogue qui ne soit pas un dialogue de sourds. Alors, de là à mener des formations conjointes, bon, nous, on ne l'a fait qu'une seule fois. Ça nous a été demandé qu'une seule fois. Enfin, on l'a proposé plusieurs fois, ça n'a été retenu qu'une seule fois. C'est encore très rare. Hein. Ce n'est pas dans les habitudes des entreprises aujourd'hui de mener des formations conjointes entre les IRP et leur direction. Souvent, les agendas sont différents et les attentes sont différentes. Alors, cependant, je pense que c'est tout à fait envisageable et même peut-être positif de l'envisager quand il s'agit des formations sur les grands défis sociaux et environnementaux du siècle. Là-dessus, les intérêts sont communs, complètement communs entre la direction et les représentants du personnel. Et ça, sur cette culture générale sur les enjeux environnementaux et leur articulation avec les enjeux sociaux, je pense c'est tout à fait faisable et même peut-être à encourager, probablement à encourager, de faire des sessions communes. Bon, par contre, sur les autres sujets, comme les prérogatives environnementales inscrites dans le Code du travail, les formations, elles vont avoir un décryptage spécifique avec le rôle spécifique de l'acteur à qui on s'adresse. Hein. Bon, évidemment, les connaissances de base, c'est toujours le droit du travail, c'est la même, mais leur lecture, leur interprétation peut varier. Et faire une formation avec les deux acteurs, ça peut conduire à des tensions dans les sessions de formation qui ne sont pas souhaitables pour l'appropriation de ces apprentissages. Donc, c'est plus délicat. Je dirais la même chose sur tout ce qui concerne la politique de RSE de l'entreprise et son reporting extra-financier. C'est un outil extrêmement nécessaire de s'approprier ça pour rentrer en dialogue sur les questions environnementales. Mais clairement, les intérêts des directions qui sont souvent en défense sur ces questions-là, et puis les intérêts des représentants du personnel qui vont chercher à voir l'articulation avec les enjeux sociaux, à voir les questions de planification des plans d'action, d'attribution des moyens, etc. Les intérêts sont assez différents, les approches sont assez différentes. Donc sur ces aspects-là, tout comme sur la négociation des accords intégrant la prise en compte des enjeux environnementaux, je pense qu'on va rester encore, et à raison, sur des formations séparées. Donc je dirais oui aux formations communes, mais sur les grands enjeux et la compréhension du contexte global, mais pas sur le jeu d'acteurs. Alors, pour ta deuxième question sur le droit d'alerte sanitaire et environnementale, bah effectivement, ça c'est un droit qui existe depuis 2013 dans le Code du travail. Et je vais te dire franchement, moi depuis 2013 à Syndex, j'ai jamais vu une demande nous arriver. On n'a jamais fait une mission là-dessus. Hein. C'est extrêmement rarement mobilisé par les représentants du personnel. Peut-être dans certains accidents du travail ou quoi, ça a été mobilisé, mais jamais, à ma connaissance, jamais explicitement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'alerte. Hein. Heureusement, les représentants. En fait, ce droit d'alerte, il s'adresse pas seulement au CSE. Hein, il s'adresse à
toute personne, tout membre du personnel, droit d'alerte environnementale, tout membre du personnel ou tout membre du CSE. Ce que donne ce droit, c'est, il dit, ça doit passer obligatoirement ensuite par un débat en CSE. C'est-à-dire, il y a l'alerte qui est activée par l'entreprise, qui est prise en charge, et le suivi de cette alerte doit être fait en CSE. Bon, alors des alertes ou des signalements sur des risques environnementaux, fort heureusement, il y en a souvent hein, dans les entreprises, mais on n'active pas ce droit pour que ça fasse un débat en CSE, ou en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu, et je pense que c'est très rare. Alors, si certains d'entre vous qui participent aux règles de ce matin ont des exemples, vraiment, je suis preneur de savoir si certains ont vécu des exemples de mise en œuvre de ce droit. Ouais, bonne perche, effectivement, n'hésitez pas, parce que est-ce qu'on peut, après je passe la parole à Yves et Saléa, mais pour boucler sur cette partie-là, est-ce que cette absence de droit d'alerte, c'est aussi la crainte de se faire déborder par peut-être la proportion que peut prendre ce droit d'alerte et les risques que ça peut causer sur l'activité économique de l'entreprise. Enfin, les enjeux sont potentiellement tels que le retour et la prise en compte de ce droit d'alerte peut se retourner contre l'entreprise et ne pas être acceptable socialement en interne, pour parler clair. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans l'histoire hein? Ouais, peut-être, mais je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'en fait, on reste sur une gestion interne dans l'entreprise, hein, donc ça ne remet pas en cause. Activer ce droit-là, ça ne met pas en cause la réputation de l'entreprise à l'extérieur si c'est géré en interne. Non, je pense que c'est simplement, d'une part, une ignorance de l'existence de ce droit. Hein, je pense que c'est très peu connu. Et ensuite, le fait que jusqu'à il y a encore peu de temps, les représentants, les CSE, les représentants du personnel, considéraient pas le sujet environnemental comme étant un sujet incontournable dans leur travail, dans lequel ils sont déjà débordés par un agenda social très chargé. Et donc voilà, il n'y avait pas la place pour ce truc-là. Ils considéraient, et puis pour la plupart, je pense que tout simplement, ils connaissaient pas le droit, quoi. Ils connaissaient pas ce droit-là, évidemment. Quoi. Ils connaissent le droit, mais le droit du travail est tellement vaste que il y a des aspects qui sont négligés. Écoute, parfait, merci. Merci Olivier. N'hésite pas à reprendre la parole, à rebondir hein, sur les expressions de Yves et Saléa. Alors, Yves, je te passe la parole. Donc, Yves Liseau, donc tu es le secrétaire adjoint du CSE de la DTSI d'Orange, donc la direction des réseaux d'Orange. Et Yves, tu vas nous raconter un peu ce qui se passe du côté de Toulouse, du côté d'Orange à Toulouse. Je la fais très bref et après, je te laisse préciser bien mieux que moi, je vais le faire. Mais en tout cas, il y a une problématique d'un déménagement d'un site de 300 salariés, un peu moins de 300 salariés. Il y a trois gros sites de Toulouse, Orange à Toulouse. Le campus qui est le plus récent, c'est le navire amiral d'Orange dans la région, où il y a 2000 salariés. Il y a Blagnac, à côté de l'aéroport, où vous avez 1000 salariés. Et vous avez le petit, 300 salariés, qui est sur un vieux site que la direction veut fermer et veut transférer les 300 salariés. Il est au sud de Toulouse, ce site, il veut les transférer sur campus, c'est-à-dire au nord, si je ne me trompe pas. Et pour vous, ça ne vous va pas du tout en tant que CSE et organisation syndicale présente, la façon dont ce déménagement est appréhendé par la direction. Donc, Yves, je te laisse un peu présenter plus précisément que moi la façon dont vous avez présenté la chose et surtout la façon dont vous avez répliqué en tant que CSE. À toi la parole, Yves. Oui, donc bonjour. Effectivement, tu as très bien posé le décor. Hein. C'est un déménagement d'un site, alors je dirais un petit site par rapport aux deux gros sites que sont Blagnac, qui est au nord-ouest de Toulouse, et Balma, le campus vitrine, le campus dont Orange est propriétaire et qui a été construit en 2017-2018 et qui compte effectivement sur la partie nord-est de Toulouse, à peu près 2000 salariés, enfin qui est prévu pour 2000 salariés. Donc porté par contre
sur la partie sud-ouest. C'est un bâtiment en location. C'est un bâtiment qui est ancien, qui abrite à peu près 300 salariés et dont la velléité de la direction, c'est une politique qui est mise en place depuis 2017, de rassembler sur des grands sites tous les petits sites dont Orange est souvent soit en location, soit avec des problématiques de vétusté sur les bâtiments. Donc, c'est de regrouper l'ensemble des petits sites sur 2 ou 3 grands campus par métropole. Donc, la problématique de Toulouse, c'est une grande métropole avec une rocade qui, comme la plupart des métropoles, est souvent bien encombrée. Et là, vous comprenez très bien que le déplacement des gens de portée, qui seront obligés de prendre, pour la plupart, la rocade, va entraîner une augmentation du temps de trajet au minimum de 30 minutes, voire plus. En moyenne, hein, je parle, parce que bon, certains qui sont sur Toulouse, ça ne changera pas beaucoup. Mais voilà. En tout cas, ce projet de déménagement a montré un fort rejet des salariés. Et donc, à ce titre, quand le projet nous a été présenté au CSE, en fin 2022, on a essayé de voir par quel angle on allait essayer de comprendre en termes de RSE l'impact de ce projet. Donc, on a tout de suite, on s'est basé et polarisé uniquement sur la partie environnementale. Donc, on s'est associé d'une expertise avec le cabinet Syndex, une expertise uniquement basée donc sur la RSE et l'impact environnemental. Donc pour cela, on a voté une résolution lorsque le projet nous a été présenté fin 2022. Une résolution qui a été votée à l'unanimité des organisations syndicales, du CSE. Alors dans la présentation, je suis effectivement secrétaire adjoint pour l'organisation Sud d'un CSE et non pas d'un CSE central, d'où la difficulté pour nous, CSE d'établissement, donc le CSE d'établissement, de mettre en place, par exemple, une commission qui aurait en charge uniquement les données autour de la RSE. Donc pour nous, ça nous a été refusé sous prétexte que, d'une part, l'accord social ne le permettait pas, et d'autre part, qu'une telle commission serait plutôt l'apanage du comité central. Donc, ceci étant dit, on a essayé de voir avec la direction, par rapport à cette réseau, comment on allait appréhender la partie environnementale et uniquement la partie environnementale. On a réussi à trouver un terrain d'entente avec la création d'une commission C2SCT, mais temporaire. Je rappelle, le CSE des TSI, on a 14 C2SCT, donc des ex-CHSCT, donc 14 C2SCT permanentes. Par contre, là, pour aborder le déménagement spécifique de Portée vers Balma, on a créé une C2SCT temporaire qui était composée d'une dizaine d'élus du CSE, de toute obédience, et en même temps, la direction s'y est associée. Donc, le président de cette C2SCT temporaire était un membre de la direction. Et on s'est adjoint des services de Syndex qui nous a apporté une aide très précieuse parce que même si on est passionné par toutes les questions environnementales, en fait, même si on a essayé de comprendre ce qu'apportait la loi du 22 août 2021 sur la loi climat et résilience, qui nous donne des prérogatives nouvelles sur les questions d'environnement qui peuvent être abordées en termes de CSE. Pour l'illustrer, je vous donne simplement le dossier de la direction lors de l'information. Il faisait 86 pages. Il n'y avait qu'une seule page consacrée au problème environnemental, c'est-à-dire c'était pour être sous les radars vis-à-vis de la loi, et ça ne traitait uniquement
que des données en termes d'empreinte carbone, je dirais, des bâtiments. Plus, par exemple, le recyclage du mobilier, des choses comme ça, mais c'était que sur une seule page. Par contre, le scope 3, dans lequel, et notamment les déplacements des salariés du domicile vers leur lieu de travail, n'étaient pas du tout pris en compte. À juste titre, hein, pour l'instant, il n'y a pas d'objectivation des entreprises sur cet aspect du scope 3, mais de toute façon, ça avait été passé sous silence. Le dossier qui a été un peu étoffé en consultation comprenait 3 pages. Les 2 pages supplémentaires, c'était en fait des données concernant les transports en commun de la région toulousaine. Bon, en principe, nous sommes au courant, surtout que la région toulousaine, comme d'autres grandes métropoles, on a une problématique nouvelle qui se greffe, qui est la création d'une ZFE, d'une zone à faible émission de gaz à effet de serre, et qui va justement alourdir les difficultés pour les salariés. Donc, cette C2SCT temporaire qui s'est mise en place grâce à l'expertise de Syndex nous a apporté plusieurs éléments, dont un qu'on soupçonnait mais qu'on ne pensait pas qu'il était aussi important, c'est la prédominance en fait de l'impact des trajets des salariés sur l'empreinte carbone. À titre d'exemple, sur ce projet, et ramené à une année, c'est 150 tonnes de CO2 équivalent qui seront rejetées en plus dans l'atmosphère à cause de ce projet. Donc cet aspect-là, même la direction ne le connaissait pas, puisque bon, c'est quand même assez novateur cette façon d'aborder un déménagement. Donc effectivement, est-ce que on réussira à trouver des solutions d'entente? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant, la consultation a eu lieu en mars. Le déménagement est prévu mi-décembre. Il a été repoussé pour des études complémentaires. Actuellement, sur les actions, je vais à l'essentiel. Donc, nous, côté CSE, lors de la consultation, on a voté une résolution supplémentaire pour ST en justice, et c'est l'illustration que je voulais vous apporter en tant que levier d'action sur un CSE, de la part d'un CSE. Donc, c'est d'ST en justice pour la mise en danger, je dirais, des salariés liés au déménagement, donc de Portet vers Balmat. Donc, je m'explique. Il est prévu pour quand le déménagement? L'action en justice, le déménagement est prévu pour le 15 décembre. 15 décembre de cette année. 15 décembre 2023, donc c'est incessamment sous peu. Donc, sur cette action en justice, et c'est le principal intérêt, sinon je répondrai à des questions complémentaires si besoin. Cette action en justice, en fait, a été instruite par le CSE, donc lors de la consultation. Il y a une résolution qui a été votée à l'unanimité, je précise bien l'unanimité. Elle nous a été, on s'est entouré d'un conseil d'avocats, bien entendu, et on a émis l'hypothèse suivante, c'est que côté, je dirais, CSE, alors bien entendu, il y a des actions possibles pour un CSE, je dirais pour l'instruction du dossier, c'est d'avoir des données, bien sûr, autour des questions d'environnement. Je pense que là, la direction avait fait le minimum syndical, excusez-moi pour le terme. C'est pas sur cet aspect-là. Donc, on craignait d'être débouté rapidement par la justice si on se cantonnait sur un dossier purement CSE par rapport au projet. Donc, on s'est entouré sur les conseils de notre cabinet d'avocats d'une action supplémentaire qui est portée en même temps que l'action du CSE, qui est portée par des organisations syndicales qui ont bien voulu s'associer au CSE.
et en fait, qui découle d'un principe très simple, hein, comme pour le gouvernement français qui a été condamné pour inaction climatique par des ONG. En fait, les organisations syndicales sont à même d'aller sur le terrain du Code civil, et je vous encourage fortement à étudier les articles 1240 et suivants qui traitent des préjudices liés à l'environnement. J'en ai un sous les yeux, donc c'est le 1240, je vous le lis, il n'est pas très long. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1246, qui est encore plus court, toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Donc, c'est sur ces articles, une dizaine d'articles du Code civil, que principalement on espère faire bouger les lignes sur les questions de déménagement qui sont une aberration en termes, d'une part écologique, mais d'autre part pour la santé des salariés. Yves, Puisque, Yves. Oui, Non, oui. Je me permets simplement un petit rebond. C'est pas que je précise, et tu vas pouvoir le préciser davantage, c'est que vous n'êtes pas complètement bloqué sur le fait qu'il n'y ait pas de déménagement. Vous concevez que le site actuel, il est complètement énergivore et que ça ne va pas du tout. Vous actez quelque part la fermeture de site, mais pour autant, vous avez un projet alternatif qui consiste à dire que négocier avec la collectivité locale du Portet du coworking, des tiers-lieux, des postes en tiers-lieux pour les gens qui veulent rester sur place, et la possibilité à des salariés du Portet d'aller sur Blagnac, d'autres au campus, mais avoir plus de flexibilité. Vous n'êtes pas complètement omnibulé sur le fait que le site ne doit pas fermer. Vous n'êtes pas sur cette ligne-là du tout. Alors, je te remercie d'avoir précisé. Effectivement, ça fait partie des projets alternatifs que nous avons. Alors là, c'est bien dans les prérogatives du CSE que nous avons essayé d'étudier dans le cadre de l'instruction du projet. Le projet alternatif était, à mon avis, un projet de bon sens de la part des élus. Hein. Il était très simple. C'était d'une part de laisser le choix aux salariés qui le souhaitaient de rejoindre, comme tu viens de l'évoquer, 3 sites. Le site de Blagnac, pour les salariés qui sont les plus proches de Blagnac, il y en a. Le site de Balmain, qui est la destination finale et unilatérale, je le répète, hein, c'est vraiment une destination unilatérale de la part de la direction. C'est bien l'ensemble des salariés de Portet qui doit aller à Balmain. Et puis une troisième alternative qui a été développée avec la mairie de Portet, parce que nous avons pris contact avec la mairie de Portet qui, bien entendu, ne voyait pas d'un bon œil le déménagement de 300 salariés de sa commune vers une autre commune, pour des raisons financières, certes, mais également pour l'attractivité du territoire de Portet, parce que sans vouloir la présence d'une société du CAC 40 avec, disons, l'ampleur et la vitrine d'Orange, c'est toujours quelque chose de sympa pour une commune. Donc, cette commune était prête à nous aider, alors non pas dans la mesure d'accueillir 300 salariés, c'est pas ça, mais de proposer une sorte de plateau de coworking équipé et pour accueillir entre 40 et 50 salariés qui étaient vraiment très proches de Portet. Donc, cette solution alternative a été balayée d'un revers de main pour une raison très simple, hein, c'est que vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, mais vous vous en doutez. La direction d'Orange, en fait, ce projet est uniquement basé en termes d'économie. À titre d'exemple, je vous donne ce qui nous a été rapporté dans le dossier, c'est que chaque année, l'entreprise fera une économie de 1 million d'euros avec les charges en moins liées à la location du site de Portet. Donc voilà, c'est tout simple, c'est abrupt, c'est pas entendable pour les salariés. C'est également, ça a été démontré que même en termes d'économie, ça a été démontré que notre projet alternatif tenait la route. Hein.
Bon, mais ça a été refusé pour une décision. Alors, est-ce que c'est dogmatique? Est-ce que c'est ça? Chacun portera son propre avis sur ce projet. Mais Mais tout pour à fait, autant, c'est. mais pour autant, Oui, oui, vas-y. le film est peut-être pas terminé. Enfin, le bail a priori n'est toujours pas dénoncé. Est-ce que pour toi c'est plié, ça va se terminer en justice cette histoire ou que ça va pouvoir la direction va peut-être ouvrir une porte? Ben, c'est la voie de la raison que tu es en train d'émettre. On le souhaite vivement. Effectivement, pour l'instant, le déménagement a été reporté. Le bail n'est pas signé, mais je suis très pessimiste, hein. Je me doute que début 2024, je pense que la direction mettra un terme au bail de portée. Mais effectivement, notre action en justice peut-être permettra d'ouvrir un nouveau dialogue, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est le but, hein. Alors, quand tu Le parles de but de nouveau cette action dialogue, en justice. Oui. vas-y. Oui, alors le nouveau dialogue, effectivement, c'est de prendre en compte, alors peut-être commencer à prendre en compte l'aspect environnement, l'aspect, je dirais, tenir compte du bien-être des salariés, plutôt que simplement des critères comptables qui, eux, pour l'instant, dictaient les opérations de déménagement. Parce que là, effectivement, quand on vous annonce que c'est 1 million d'euros qui est économisé chaque année, effectivement, quid du bien-être des salariés, quid de l'impact sur l'environnement. Voilà, Est-ce que je c'est peux me compliqué à permettre mettre dans la balance. Mais j'espère. Oui. juste, au-delà du problème environnemental, hein, il y a quand même aussi quelque chose qui effraie énormément les directions, hein, qui s'appelle le risque psychosocial. Il y a des risques psychosociaux énormes derrière ce que vous êtes en train d'expliquer, au-delà du risque de l'environnement. Il y a aussi peut-être cet aspect-là à mettre en avant. Et les entreprises, l'employeur a obligation de reporter, et d'être clair et d'être garant des risques psychosociaux qui sont engendrés par sa stratégie et sa politique vis-à-vis de ses salariés. Au-delà de tout ce que vous expliquez, parce que c'est quand même un bras de fer qui est énorme. Alors, prendre ça sous l'aspect de l'environnement, c'est très bien, c'est logique et c'est dans l'air du temps. Mais l'économie que peut faire l'entreprise peut vite se transformer et arriver contre elle si toutefois il y a des accidents du travail, des arrêts pour des préjudices moraux causés, ça coûtera beaucoup plus cher à l'entreprise qu'autre chose. C'est pour Je te moi. remercie pour cet éclairage. Oui, c'est tout à fait. Surtout que, bon, je ne veux pas rappeler, enfin voilà, je travaille à Orange, ex-France Télécom. Voilà, j'en dis pas plus. Effectivement, et l'expertise de Syndex m'a permis de mettre des chiffres sur quelque chose qui était flou et qu'on ne maîtrisait pas. Tu as tout à fait raison, c'est que mettre des salariés dans leur voiture, parce que les transports en commun, tels que je les ai décrits sur Toulouse, vous vous en doutez, c'est très compliqué. Il y a des transports en commun qui sont efficients dans la métropole toulousaine, dans la ville de Toulouse, ça n'a pas de problème. Mais la périphérie, pour aller d'une périphérie à une autre périphérie, c'est très compliqué. Et donc, mettre des salariés, bien entendu, j'abonde entièrement avec ce que tu es en train de dire. Ça met des salariés avec des risques supplémentaires, des risques liés notamment à la pollution de l'air. Et grâce à Syndex, je peux mettre un nom sur la pollution de l'air aux particules fines, où c'est 48 000 décès en France par an. Alors bien sûr, c'est pas que sur la zone de portée, ça j'entends bien, mais l'effet colibri, si on arrive chacun à notre niveau à essayer justement d'améliorer cette situation, ben peut-être qu'on diminuera le nombre de décès liés à la pollution de l'air. Il y a également la pollution sonore.
que nous, on n'appréhendait pas, mais c'est vrai que des voitures qui vont de plus en plus traverser la rocade va être de plus en plus bruyante. Il y a l'encombrement, enfin les bouchons, ça, bien entendu. Et puis les risques routiers qui ne sont pas neutres non plus. Ça, effectivement. Mais je le répète, c'est un vœu pieux et on est là pour ça, les IRP. Que vaut tous ces désagréments par rapport à 1 million d'euros d'économie par an? Alors moi, Yves, j'ai une petite question quand même à te poser avant de passer la parole à Olivier pour qu'il puisse rebondir sur ton témoignage. C'est, tu as à t'entendre, quand grâce à l'apport de la mission Syndex, dans le cadre du C2SCT, vous avez travaillé avec une direction qui a joué le jeu, a priori, et qui a même été, qui a profité des ressources apportées par l'expertise de Syndex sur les conséquences sur les mobilités domicile-travail en termes et au regard des chiffres que tu as avancés, les 150 tonnes, etc., qu'est-ce qui fait qu'une direction n'est pas capable de prendre en compte que, en fait, son approche assez dogmatique sur le fait, vous êtes 300, vous allez sur tel site, point à la ligne, et ça a été souligné dans le chat, au moment, là, tu vous en avez parlé, de tiers-lieux, de coworking, d'approche flex, alors même que le site et les 300 salariés de Portet, tu me le disais toi-même, ils sont déjà éclatés. En fait, ils rapportent pas, enfin, ils sont en mode éclaté. S'il n'y a pas vraiment un collectif de travail, pourquoi la direction n'entend pas raison au regard en plus des arguments qui sont servis, quoi? C'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. La réponse, c'est plutôt la direction à la portée. Et par contre, oui, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. C'était novateur. La direction s'y est associée parce que je pense que de plus en plus, le législateur imposera des contraintes aux entreprises en termes de RSE et des diagnostics carbone devront être faits avec des bilans. Je rappelle simplement des objectifs qui ont été fixés par Orange, par la direction et la gouvernance d'Orange. C'est net zéro en 2040. Alors, un tel projet, vous vous doutez bien que malheureusement, ça ne va pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le bon sens. Mais je ne sais pas, d'ailleurs, je ne sais pas comment va appréhender la gouvernance d'Orange pour tenir ces objectifs, si ce n'est au-delà d'anecdotes de planter des arbres pour réduire et avoir des puits de carbone, j'ai du mal à comprendre. Mais effectivement, j'attends encore, de toute façon, cette action en justice, pour moi, c'est plus un effet pédagogique. Ce que je souhaiterais, c'est qu'au-delà de l'exemple de Portet, c'est que les CSE s'emparent un petit peu des nouveaux leviers qui ont été mis en place par la loi climat et résilience et se servent de cet exemple de Portet pour essayer de dire chez eux, bah oui, nous aussi, on a des déplacements, des déménagements. Est-ce qu'ils sont réalistes? Est-ce qu'ils vont à l'encontre de la RSE? Et peut-être se servir également de l'exemple de Portet pour initier d'autres combats qui soient similaires pour que la justice finisse un peu comme je l'ai dit dans l'exemple où l'État français a été condamné pour une action climatique. Pourquoi des grosses entreprises ne seraient pas non plus condamnées pour une action climatique? Voilà. Écoute, voilà le témoignage que j'espérais, que je me suis centré vraiment sur cet aspect bien particulier d'une action en justice pour faire respecter les droits des salariés d'une part, mais aussi ma petite contribution en termes de RSE. Merci à toi, Yves. Ça a le mérite d'être très clair et d'être très ciblé. Et les problématiques des déménagements, elle est quand même assez courante. Elle est très transversale, n'est pas propre à Orange, à un groupe comme Orange. Et donc, merci à toi de cet éclairage. Olivier, peut-être un petit, et n'hésite pas à intervenir aussi, Yves, dans le chat. Il y a des questions qui disent, et je te laisse y répondre par écrit, est-ce que la direction, elle n'a pas en plan, en tête, en disant, en faisant un déménagement de cette façon-là, il y a peut-être 10% des salariés qui vont sortir des effectifs.
Je te laisse, il y a ça dans le chat. Olivier, qu'est-ce que ça t'inspire l'exemple raconté par Yves, et notamment sur déjà le côté une direction qui prend l'apport de l'expert, et parce qu'elle n'avait pas ça en magasin, pour rebondir sur ce que tu disais, sur l'asymétrie, et là, l'asymétrie, elle est peut-être dans l'autre sens, en l'occurrence, et le côté action en justice, sur ces deux volets. Oui, ben, vraiment, le témoignage d'Yves est très intéressant, hein, je le remercie, et je pense qu'il faut vraiment féliciter cette équipe de représentants du personnel de la direction, la DTSI d'Orange, c'est la direction des systèmes d'information. Là, ils se sont vraiment saisis des prérogatives environnementales, et en plus, sur un sujet voilà, sur lequel, effectivement, Saléa a bien raison de dire, la plupart du temps, on n'aborde pas les enjeux de déménagement en regardant les aspects environnementaux. Et pourtant, il y a plein de choses à dire là-dessus, hein, pour améliorer un projet de cette nature, et même pour le concevoir différemment, hein. Et ça a vraiment été l'initiative très inspirante là, témoignée par Yves. Je pense qu'effectivement, elle peut être produite dans de nombreux cas de projets d'entreprise. Alors, la direction, là, en l'occurrence, elle avait essayé de faire un argumentaire sur l'environnement, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, et elle se trompait, clairement, elle se trompait, ou alors elle faisait semblant de se tromper, je ne sais pas. Mais en tout cas, son argumentaire, il ne tenait pas la route, hein, et c'est ce que l'expertise a apporté, et les élus s'en sont très bien saisis, au point justement qu'il y ait un vrai débat qui n'est pas terminé au sein de Orange pour voir comment réaménager ce projet, en fait, hein, comment l'amender. Donc ça, c'est le super exemple. J'espère qu'il va y en avoir de plus en plus, c'est encore trop rare. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la justice? Ben, c'est complémentaire. Et dans certains cas, malheureusement, c'est bien utile d'avoir de la jurisprudence. Et ceux qui, comme l'équipe de la DTSI d'Orange l'envisage, eh bien, je ne sais pas s'ils vont gagner de leur côté, mais en tout cas, ça va servir à mieux connaître ces droits-là, à mieux faire réfléchir les acteurs sur jusqu'où on peut aller, comment considérer la prise en compte de l'environnement. Et puis l'action en justice, elle sert à faire respecter les droits, hein. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'obstructions, si ce n'est d'entraves, à la mise à disposition des informations relatives à l'environnement dans le dialogue social. Aujourd'hui, il y a énormément de BDESE, dont la rubrique 10, là, qui est consacrée à l'environnement, qui a été introduite par la loi climat et résilience, n'est pas du tout documentée. Donc, il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses à améliorer dans la mise à disposition de l'information et dans la qualité du dialogue social à avoir sur ces questions-là. Alors, nous, à Syndex, on participe évidemment à l'élaboration de la jurisprudence, mais ce n'est pas le cœur de notre métier. Nous, on aide à ce que le dialogue social produise le plus d'effets possible et soit constructif en quelque sorte, parce qu'il se base sur des informations qui ont été revues sous différents angles, etc. Donc, plus il y aura de choses avec le dialogue social, j'espère, moins il y aura besoin de procès. Mais parfois, c'est bien utile, et surtout dans le démarrage de nouvelles lois, qu'il y ait un certain nombre de jurisprudences dans les cas de comportements abusifs ou que ce soit volontaire ou involontaire, hein, en tout cas de comportements qui ne sont pas dans le respect des prérogatives des parties du dialogue social. Okay, donc, merci. Non, mais moi, je ne veux pas prendre plus de temps là-dessus. C'est un super exemple, très inspirant, et j'encourage tous les participants à voir comment ils peuvent transposer ce genre de démarche dans leur propre dialogue social d'entreprise.
Merci Olivier. Alors Yves, je te propose de répondre ou par écrit ou si tu le fais pas à la fin, mais par contre, comme le temps tourne et Saléa n'a pas encore partagé son témoignage, donc ça serait le moment. Donc Yves, il y a une question qui est posée par Philippe qui demande est-ce que l'action en justice pourrait être des salariés pourraient être partie prenante de l'action en justice. Je te laisse répondre on garde ça pour la fin, mais garde peut-être cette question en tête, sachant que après je te passe la parole Saléa, même la collectivité territoriale locale aurait pu être partie prenante d'une action en justice parce qu'elle a les effets collatéraux de l'histoire, elle n'a pas été mise dans la boucle et elle a d'un coup des conséquences en termes de flux de circulation qu'elle n'avait pas anticipé forcément. Alors Saléa, donc toi tu es donc coordinatrice donc de la commission transition environnementale qui a été mis en place récemment au niveau du CSE central d'Air France. Si je me trompe pas, tu as un parcours RH à la base, hein, c'est ça? Tu as une expérience RH, hein? C'est ça. Bonjour à tous. Ça fait 23 ans que je travaille chez Air France. Donc oui, j'ai un parcours, j'étais responsable RH avant d'arriver dans les systèmes d'information RH aujourd'hui. Et à ce titre, même pas à ce titre, j'ai rejoint la CFDT il y a 3 ans. Au moment de la crise Covid, et j'ai la grande chance d'être tout fraîchement élue et d'être en fait coordinatrice de la commission centrale transition écologique d'Air France depuis le mois de juin dernier. Voilà. Alors, cette commission, c'est 8 représentants, un président, une coordinatrice, tu es toi, un coordinateur adjoint, si je ne me trompe pas, et ensuite des représentants du personnel, et vous avez 30 heures de délégation par mois là-dessus. Vous vous réunissez obligatoirement 2 fois par an, et plus les affinités. Pour commencer, pour dresser un peu le contexte qui amène à la création de cette commission, Olivier a un peu parlé un peu des contraintes qui pèsent sur le transport aérien, mais si tu peux nous rappeler, dans le droit, notamment le droit européen, qu'est-ce qui vous arrive du ciel et comment vous vous y préparez et comment s'inscrit la commission là-dedans? Bon, alors, faut savoir que la CFDT, c'est investi dans la transition écologique depuis quelques années maintenant. Hein, c'est pas nouveau pour la CFDT. C'était un fer de lance depuis quelques années. À plus forte raison au niveau des compagnies aériennes, bien évidemment, parce que on est en fait visé de plein fouet, pas forcément à raison, parce que c'est pas l'industrie aéronautique qui pollue le plus, mais en tout cas, on a un très très gros challenge en fait qui nous a été bien gentiment fixé par l'Europe, hein, la Commission européenne. Air France ne s'est pas réveillé un beau matin en se disant tiens, si on faisait un petit effort avec nos avions pour éviter de polluer trop la planète, hein, pas du tout. C'était quand même dans les dossiers de l'entreprise parce qu'on a on a la chance d'avoir une direction du développement durable qui existe depuis bien longtemps. Donc, il y a des actions qui étaient faites. Mais la Commission européenne a estimé que peut-être qu'il fallait qu'on change un peu notre flotte d'avions et puis qu'on essaye de voler de manière plus verte et donc d'utiliser des carburants d'aviation durable dans nos avions. Pour pouvoir contribuer fortement à une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a un objectif à moins 30% sur 2030 et à 0 net carbone en 2050. Donc, voilà. Il y avait vraiment nécessité de se réunir. Il y avait vraiment nécessité au-delà de la loi, hein, parce que la commission, en fait, le fait de créer une commission centrale transition éco, c'est aussi la loi qui le permet. Elle est facultative, hein, faut le savoir, hein, mais il faut donc qu'elle soit mise en place par accord d'entreprise et en changeant le règlement intérieur du CSE. Ça, c'est absolument nécessaire. Mais voilà, c'était aussi parce que il y a des enjeux très très forts pour l'entreprise et fatalement pour la direction, il fallait obligatoirement mettre en place une commission. Il n'y avait pas d'autre choix, pour moi, à mon sens. C'est la direction qui est à l'initiative de cette commission? C'est une question qui est posée dans la salle. C'est les deux. Hein. C'est à la fois les syndicats qui ont poussé
Alors, chez Air France, et pas parce que je suis CFDT, mais c'est très sincère, c'est la CFDT qui a beaucoup poussé à cette transition, à cette commission. Et la direction a estimé effectivement qu'il était nécessaire qu'il y ait un dialogue social qui s'installe fortement dans l'entreprise parce qu'encore une fois, on a des enjeux qui sont très forts, des enjeux économiques et des enjeux sociétaux qui sont très forts. Donc, il y a eu un consensus quelque part entre la direction et les syndicats. Ok, entendu. Après, je te laisse embrayer, mais le carburant d'aviation durable, le CAD, comme vous l'appelez, ou le SAF dans sa version anglaise, j'ai lu des chiffres qui allaient 4 fois plus, 10 fois plus que le prix actuel du kérosène. En tout cas, ça a un impact à la hausse du coût du transport. Et ça, c'est comme ça que la direction voit le truc, avant tout. Et alors, c'est quoi le risque de poser le sujet de cette façon-là en commission et comment toi, en tant que coordinatrice CFDT, tu veux que le sujet du CAD, carburant d'aviation durable, soit posé dans une commission telle que celle-ci? Alors déjà, je rebondis sur plusieurs choses qui ont été dites avant d'aller plus loin et rapidement. Il y a un problème de vulgarisation en matière d'écologie, en matière d'environnement, en matière de transition écologique. Il n'y a pas de vulgarisation, on n'a que des experts qui arrivent, ça nous sort des chiffres incroyables avec un vocabulaire que personne ne maîtrise réellement, ni la direction, ni les représentants des syndicats, ni les salariés. Donc, il y a un joyeux mélange au milieu de tout ça où on essaie de se débattre et on va sur Google rapidement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, c'est pas forcément travaillé correctement en amont. Alors, justement, la transition écologique, la commission transition écologique, elle a ce rôle. Elle a le rôle d'apporter les éléments nécessaires à la discussion au comité central d'entreprise. Ça, c'est vraiment impératif. C'est-à-dire qu'on a le rôle de dégrossir les sujets qui nous paraissent être essentiels et importants et avec un impact social fort. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en opposition sur ce sujet. C'est tout nouveau. C'est une commission qui vient de se créer. On a la chance d'avoir un président et c'est très honnête, très sincère et très transparent au niveau de la direction qui est très impliquée et qui est dans le dialogue. Il essaye de mettre en place vraiment des actions qui soient réfléchies de manière commune avec les organisations syndicales, ce qui est relativement rare pour le souligner, et on a cette grande chance. Donc, il y a vraiment des actions de vulgarisation des éléments, d'information et de communication auprès des salariés, parce qu'on a tout à fait conscience que la transformation, elle se fait avant tout en faisant adhérer les salariés, en toute transparence ou en tout cas avec le maximum de transparence. C'est pas un dialogue démago que j'ai, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place chez Air France. On nous a parlé beaucoup de carburant d'aviation durable. Alors vous imaginez bien que pour un salarié lambda, le carburant d'aviation durable, il comprend pas ce que c'est, c'est pas ce que c'est pas d'où ça vient. Tout ce qu'il sait, c'est que ça va changer ses habitudes. Tout ce qu'il sait, c'est que ça va changer son travail. Et tout ce qu'il sait, c'est que ça va probablement augmenter certaines choses parce que, en tout cas, au niveau des coûts, ça va être important parce qu'on sait que c'est pas du kérosène. Donc oui, on a nous au niveau de la commission centrale, on essaye de pousser un maximum pour que la direction soit transparente avec nous sur ses négociations, sur les contrats qu'elle signe pour s'approvisionner en carburant d'aviation durable, sur les méthodes de production du carburant d'aviation durable en Europe, sur la réglementation en matière de carburant d'aviation durable en Europe aussi, et ce que ça peut engendrer pour nous en tant que compagnie aérienne et en tant que salariés, avant toute chose, parce qu'on est aussi là et surtout là pour les aspects sociaux et défendre les aspects sociaux, parce que ça ne se fait pas sans heurts, malheureusement. Cette transition écologique, c'est aussi une transformation des habitudes, c'est aussi une transformation des métiers, et c'est forcément une transformation pour les salariés, y compris pour les pilotes, qui doivent avoir
maintenant des pilotages éco-responsables, y compris pour les salariés des pistes qui doivent utiliser, indépendamment du carburant d'aviation durable, de plus en plus de véhicules électriques. Ça a des prérogatives aussi pour les salariés parce que la transition éco, c'est quelque chose, c'est une prérogative de tous et pour tous. Et on revient sur les 3 scopes qui sont régis par la loi. Et du coup, cette transition, enfin cette commission, au sein de cette commission, justement, on a toutes ces choses à mettre en place et toutes ces choses à faire émerger, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Alors, on n'a eu qu'une seule commission au mois de juin dernier, dans laquelle on nous a présenté les enjeux de la commission, de la transition écologique au sein d'Air France, au sein du groupe Air France et au sein de l'Europe aussi. Et on nous a longuement abordé le sujet du carburant d'aviation durable, qui est extrêmement légiféré au niveau de sa production, au niveau de son stockage. Pour le moment, il y a très très peu de production en Europe, très très peu de production. Vous imaginez bien que les champions du monde en matière de production de carburant d'aviation durable, c'est les États-Unis, qui ont, eux, des prérogatives qui sont un petit peu moins lourdes que celles qui sont imposées par l'Europe en Europe. Donc, voilà, c'est très compliqué pour les 8 membres de la commission de tout digérer, de tout comprendre et d'essayer de tout orchestrer. Donc, on prend les informations, on les digère, on fait des recherches, on essaye de comprendre et on communique avec les salariés et on informe les salariés. Ok, parfait. Ce que tu disais, c'est que par exemple le 14 novembre, c'est la deuxième réunion de la commission. Si tu peux nous partager les grandes lignes de l'ordre du jour, vous allez discuter de quoi pendant le 14 novembre, c'est quoi et qui va participer? Alors, le 14 novembre, les personnes qui participent pour le moment sont toujours les 8 membres, les 8 élus, le président qui est côté direction et qui représente la direction, mais aussi la direction du développement durable. Et en fait, ce qui va y être abordé essentiellement, ce sont les points d'actualité, je dirais, toujours et encore sur les projets qui sont liés au carburant d'aviation durable. On va aborder aussi, parce que moi je l'ai demandé en tant que coordinatrice, je voulais avoir une information concernant la fiscalité, les taxes en matière de décarbonation, parce que moi je voudrais savoir ce qui se passe au niveau européen, mais au niveau, je dirais, de l'État. Est-ce qu'il va y avoir des aides, est-ce qu'il va y avoir une fiscalité particulière? Parce que bien évidemment, s'approvisionner en carburant d'aviation durable, ça a un coût assez élevé. Donc, il faut qu'on sache ce que ça va avoir comme répercussion, notamment au niveau des passagers. Faut pas se voiler la face au niveau du prix des billets. Donc, on a besoin d'avoir un retour là-dessus et ça va être abordé en commission. On va avoir un point important sur la formation et l'emploi parce que c'est quand même aussi très important. Alors, chez Air France, on a développer des formations autour de la fresque du climat, mais aussi on a contracté avec un éditeur de formation qui permet aux salariés et à tous les salariés, quel que soit leur niveau, que ce soit des directeurs, que ce soit le salarié, le kidam, de se former en matière de transition écologique et de développement durable. Et puis, on va faire un focus aussi sur les actions qui seront à mener en matière d'emploi parce que à ce stade, au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur ce que cette transition écologique va engendrer comme transformation des métiers. Et c'est toujours pas abordé. Et je pense que quand on a des objectifs qui nous sont fixés par une Commission européenne en 2030 puis en 2050, je crois qu'en étant en 2023, même fin 2023, il est grand temps de s'imaginer et de penser à ce qui va se passer pour nos collaborateurs, enfin pour tous les collaborateurs que nous sommes d'ailleurs. Et pas que nous, parce que chez Air France, on a aussi nos filiales qui sont concernées, on a tout un écosystème qui est concerné et du coup, c'est important de savoir ce qui va se passer pour chacun d'entre nous en matière d'emploi. Et la dernière chose qu'on va aborder, c'est un point sur l'empreinte carbone individuelle et une réflexion, je dirais, sur les actions et les contributions qui pourraient être imaginées
au niveau des salariés pour contribuer à réduire les émissions de CO2, en fait, non seulement des vols, mais aussi de ce que nous, en tant que salariés au sol, on peut consommer et comment on peut changer nos habitudes pour contribuer à la décarbonation. Entendu. Merci Saléa. Alors, avant de te lancer sur deux questions du chat, toi, tu portes à moyen terme, tu considères qu'il est important que chaque filière métier puisse s'organiser en mode réflexion sur où on va, nos métiers, qu'on ait une approche laboratoire, on va dire, par filière métier, et que ça pourrait être impulsé par la commission ou suivi par la commission. Pour l'instant, cette impulsion, elle n'existe pas dans les filières métiers. Non, pour le moment, elle n'existe pas. Et oui, c'est une impulsion qui va être poussée par la commission et qui va être remontée du coup en comité central d'entreprise pour être prise en compte. Parce que oui, effectivement, on a des métiers très spécifiques, on a des protocoles très spécifiques. Et il faut impérativement commencer à réfléchir sur les impacts de la transition écologique, direction par direction, cœur de métier par cœur de métier. C'est dans l'aérien, il n'y a pas d'autre solution. Et j'irai même plus loin. Je parlerai de professionnalisation des salariés, même au niveau de l'État. Où est-ce qu'on en est au niveau des formations qui sont proposées dans le cadre de la transition écologique, dans le cadre du développement durable, dans le cadre des métiers de l'aérien, des métiers du ferroviaire, des métiers du maritime, dans les nouvelles procédures, dans les nouveaux process qui sont utilisés ou qui seront utilisés pour travailler de manière plus écologique et plus verte. C'est pour moi impératif. Entendu. Saléa, il y a deux petites questions qui te concernent dans la salle. La première, je te la pose rapidement, mais c'est d'ores et déjà dans quelle mesure il y a déjà des incidences sur Air France qui supprime des vols courts en France sur des liaisons courtes et comment ça se gère au niveau social, des liaisons courtes, des courts courriers. Bon, après, il y a une extension de la question, mais là, je te laisse répondre dans le chat sur le fait, vos filiales avec des vols low cost ailleurs. Mais bon, ça, de toute façon, le plan de Air France, c'est pas de réduire son nombre de vols. Je crois avoir compris ça. Vous n'êtes pas dans une logique de décroissance. Les choses étant dites, voilà. Et la deuxième question qui est posée, c'est sur l'approche systémique qu'on doit avoir dès lors qu'on parle d'environnement. C'est une question d'Isabelle qui pose la question, ok, le SAF, le CAD, c'est très bien, mais quid de l'impact du CAD, de la production de ces carburants sur la biodiversité? Bon, bref. C'est une question, celle-ci, c'est une question très complexe parce que c'est une question très technique sur lesquelles on a de toute façon au niveau CFDT des personnes qui sont très à même de répondre à ces questions et de travailler de nous donner des inputs pour les négociations. Mais il faut savoir, pour ce sujet-là, il faut savoir que la Commission européenne, elle a légiférer là-dessus et en fait on va s'appuyer sur la biomasse. En fait on va créer du carburant d'aviation durable sur de la biomasse et ça ne se fait pas n'importe comment. Je prends un exemple tout simple et rapide. On parle beaucoup de transformation du colza. Voilà, donc c'est de la production de colza. Aux États-Unis, ils produisent en masse le colza et le transforment en carburant d'aviation durable. En France et en Europe, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut que le colza, qui est à la base produit pour l'humain, soit utilisé par l'humain dans un premier temps, puis seulement après, je dirais, recyclé en carburant d'aviation durable. Donc, c'est une question technique très complexe sur laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre parce que je suis moi-même en train de me former sur tous ces aspects-là. Et je suis moi-même en train de travailler avec nos experts pour essayer d'en comprendre l'essence. Je ne serai jamais une experte de ces sujets-là parce qu'ils sont beaucoup trop compliqués et de la physique, de la chimie, ça nous parle de choses qui nous dépassent complètement et il faudrait que ça ne nous dépasse pas pour qu'on puisse justement être plus assis lors de nos commissions. Mais encore une fois, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, donc on va se muscler et on va travailler sur ces sujets. Ça, c'était pour, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question, mais voilà, aujourd'hui, on s'appuie sur de la biomasse, demain de l'hydrogène. Il y a au moins 3 méthodes différentes de création, de production de carburant d'aviation durable.
Voilà. La petite question sur les lignes qu'on coupe, les lignes courtes. Alors, les lignes qu'on a coupées, c'est aussi une directive qui a été prise par l'État, hein, c'est de dire que tout trajet qui soit inférieur ou égal à 2h30 ne sera plus effectué par voie aérienne, mais par voie ferroviaire. Donc voilà, hein, c'est acté, c'est comme ça. On estime que le train, ça coûte, c'est moins polluant que l'avion. Dont acte, très bien. C'est monté à 4 heures. Là, récemment, l'État a sorti de son chapeau le fait de se dire qu'on va passer à tous les vols qui sont inférieurs ou égaux à 4 heures, de gare à gare, hein, c'est de gare à aéroport ou enfin bref, 4 heures. Donc si c'est inférieur ou égal à 4 heures, bah, ça va plus être de l'avion, ça va être du ferroviaire. Sauf que l'État a oublié juste une petite chose, c'est que tant qu'il y a des lignes, ou en tout cas des rails qui sont créés, enfin qui existent déjà, il n'y a pas de problème. On peut estimer que ça pollue un chouïa moins, mais pas tellement plus. En revanche, il y a des tronçons sur lesquels il n'existe pas de rail. Ils vont donc créer des nouvelles lignes. Et ça, par contre, ça pollue énormément. Et ça, l'État ne le dit pas. Mais moi, je vous le dis. Donc, et ça, c'est grâce aux experts qu'on a, nous, de notre côté, qu'on le sait et qu'on le découvre. Et très honnêtement, j'ai posé la question lors de la première commission. Et très honnêtement, le directeur nous a répondu qu'effectivement, ce qui polluait en matière ferroviaire, c'est la création de nouvelles rails. Bon, on organisera un prochain débat Air France SNCF. Et on développe l'intermodalité aussi, Rodolphe. Les deux commissions en synchro. Oui. Merci Saléa. Merci à toi. Olivier. On t'entend plus, Rodolphe. Je t'entends plus, Rodolphe. Ah oui, je me suis coupé avant. Olivier, peut-être un rebond de ta part sur le témoignage de Saléa et sur le rôle d'une commission, comment vous l'appréhendez du côté de Syndex et comment vous voyez les choses de façon peut-être plus globale. Alors, sachant on approche de la fin et je vous propose, les témoignages étaient quand même super riches, je vous propose de rajouter 10 minutes, qu'on aille jusqu'à 40, gentiment pour celles et ceux qui peuvent. Et voilà, donc ça permettra d'avoir un tour de parole, etc. et de ne pas couper comme ça brut de fonderie. À toi, Olivier. Oui, ben je vais essayer d'être bref sur ma réaction. Et là, on a un témoignage très intéressant d'une commission paritaire qui se forme dans une entreprise. Donc, vous l'avez compris, Saléa nous l'a bien expliqué, ce n'est pas une obligation dans le code du travail. Ça a été une question que le législateur, sur laquelle le législateur avait réfléchi. Il y avait des propositions d'amendement de la loi dans ce sens-là. Ça n'a pas été retenu de le faire de façon obligatoire dans les entreprises. Donc, et en fait, ce qu'on voit dans la pratique, c'est que ça dépend beaucoup de la culture du dialogue social dans les entreprises. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est tout à fait adapté parce que il y a beaucoup de moyens pour le dialogue social, il y a un dialogue social qui est bien documenté, etc. Et là, ça vaut le coup, en particulier dans les grandes entreprises. Dans le cas d'Air France, ça fait aucun doute que ça vaut le coup d'avoir des gens qui se penchent plus particulièrement sur ces dossiers qui sont complexes, comme l'a bien expliqué Saléa, et qui préparent les choses pour le CSE central. Mais ça ne se substitue jamais, ces commissions, au CSE principal. En fait, c'est des chambres de préparation technique et politique, mais qui ne sont pas décisionnaires. Il ne faut pas que ce soit décisionnaire, ces commissions. Donc, nous, on accompagne ces initiatives autant qu'on nous sollicite, autant qu'on le peut. Souvent, ça produit des choses très intéressantes quand il y a des moyens, parce que c'est vraiment l'enjeu au moment de la négociation, de la mise en place de ces dispositifs, c'est que les gens aient les moyens de travailler, que ce ne soit pas juste un greenwashing de plus, ou quelque chose pour manger du temps sur le dialogue social sans rien produire. Et clairement, il faut des heures de délégation, il faut de l'accès à l'information, idéalement, il faut des moyens d'expertise, il faut avoir accès aux décideurs de l'entreprise en la matière. J'ai l'impression que c'est le cas, là, pour le cas qui nous a été présenté par Saléa, et tant mieux.
c'est pas toujours un dispositif bien bordé qui est fait dans les commissions de ce type. Alors, le plus de commissions qu'on a rencontrées aujourd'hui dans les entreprises, c'est surtout quand il y a un dialogue social organisé au niveau mondial, au niveau du comité d'entreprise européen, au niveau continental. Il y a souvent, en fait, il y a une bonne proportion des comités d'entreprise européens, on parle de 40%, ce n'est pas un chiffre que j'ai pu vérifier, mais qui disposent d'une commission, si ce n'est sur l'environnement, au moins sur la RSE, et donc qui aborde beaucoup l'articulation entre les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Par contre, c'est encore très rare en France, hein, c'est émergent, et donc une nouvelle fois, le témoignage que Saléa vient de partager avec nous, ben voilà, il doit être inspirant pour essayer de mettre ça en place dans tous les endroits où ça vaut le coup de le mettre. Probablement pas dans les PME, hein, dans les petites boîtes de 50 employés, ou même, je dirais, jusqu'à 150 employés. C'est probablement qu'il faut traiter ça en plénière du CSE. Mais dès qu'on a des commissions qui peuvent travailler correctement en étant actifs avec des sous-groupes de gens motivés, ça vaut le coup de le faire avec des moyens spécifiques. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette réaction, pour laisser de la place aux réponses aux questions. Merci à toi. Bah, écoutez, Saléat, il nous reste, moi j'ai dit 10 minutes, donc on va aller jusqu'à 40. Et en tout cas, merci dans le chat parce qu'il y a pas mal, je vous invite à regarder le chat parce qu'il y a pas mal de ressources qui sont proposées, hein, avec des rebonds et avec des liens sur des ressources externes. Saléa, toi, une petite relance, ce que tu disais qu'on cadrait, c'est que il y avait des gens très impliqués au niveau des équipes projet, hein, super impliqués dans la commission. Par contre, tu t'étais plus en difficulté, on va dire, avec les RH, par exemple, le monde d'où tu viens. Et c'est peut-être un peu dommage, ça. Complètement. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que Laura a écrit dans le chat en expliquant que aujourd'hui, effectivement, si les rails ne sont pas créés sur des lignes qui durent moins de 4 heures ou qui sont inférieures ou égales à 4 heures, la ligne ne sera pas empêchée. Certes, néanmoins, c'était la même question sur les trajets de 2h30. La question se posait pas, mais on savait que ça allait nous arriver sur la tête parce que de toute façon, on allait perdre ces lignes parce que le gouvernement l'avait décidé et parce que c'est comme ça, il faut développer l'intermodalité. Il y a des choses aussi qui nous échappent. Il y a des choses, c'est trop court pour pouvoir échanger, malheureusement, mais on apprend énormément de choses, on nous balance énormément d'informations en commission et je peux vous assurer qu'au niveau stratégie et politique, c'est dense. C'est très, très, très dense. Donc, il y a des choses qui ne seront pas maîtrisées de toute façon. Ce sont, comme disait Olivier, on doit rapporter des éléments en commission, au comité central. Et du coup, ces questions-là, même si aujourd'hui, la comparaison, elle n'est pas sur le fait que l'avion pollue moins que le rail ou que le rail pollue plus que l'avion, même si elles ne sont pas là, à un moment ou à un autre, elles vont se poser, à un moment ou à un autre, la comparaison, elle va devoir être faite et à un moment ou à un autre, ça va peser dans la balance sur les décisions qui vont être prises. Donc, il faut toujours avoir une longueur d'avance, même si les choses ne sont pas faites. Je vais rien vous apprendre en la matière. En ce qui concerne les RH, oui. Moi, j'ai pas du tout d'appui des RH. J'ai même pas de RH qui demande à venir à cette commission. Ça, alors qu'ils le peuvent, hein, ils peuvent très bien venir. Y a rien, c'est pas une commission fermée, il y a rien de secret. Il y a des RH qui peuvent très bien venir. Ils ne viennent pas, ils ne se posent pas de questions. Dans le poste que j'occupe, indépendamment de ma position syndicale et de cette coordination, je suis sur les SIRH, c'est un comble du comble quand même, hein, et je suis sur le domaine formation. Donc, je suis très bien placée pour savoir si nos RH se forment ou non aux questions de transition écologique. Et je sais que ce n'est pas le cas. Donc, je suis, oui, assez inquiète là-dessus parce que vous parliez de GPEC aussi et de GEPP. La GPEC et la GEPP, y compris dans les grands groupes, c'est pas la panacée, c'est pas forcément quelque chose qui se fait de manière. Enfin, c'est un sujet qui est toujours sur la table. C'est jamais fait comme on l'entend, c'est jamais fait comme ça devrait être fait, et parfois elle est bien pauvre alors que on a des métiers qui sont quand même très riches. Donc il y a tout à faire. Il y a tout à construire. Il y a des choses qui existent déjà et qui sont pas forcément faites sous les meilleurs auspices. Donc,
on essaye de faire en sorte que cette commission soit un peu différente des autres et qu'on puisse embarquer tous les acteurs, y compris les RH qui viennent en moonwalk bien souvent sur bien des sujets. Et ben là, on essaye de les faire avancer droit et devant, comme on peut, en tout cas. Ben, écoute, merci pour ce témoignage très clair. Et effectivement, je pense qu'il y a matière à avancer là-dessus. Et voilà. Yves, si tu peux, il faut réactiver ton micro. Non, ton micro est coupé. Attends. Je te demande l'activation. Non. Ça devrait être bon là. Ben, en principe, oui, non? Vous m'entendez pas toujours? Ok. Yves, moi simplement, on arrive à la fin de ce live. Petit mot de conclusion, de synthèse ou de rebond ou de suivi, hein, parce que c'est une affaire qui mérite d'être suivie, hein, votre histoire. Donc, à toi la parole, Yves. Alors, justement, je me réservais sur un autre aspect que j'attendais que cet aspect soit abordé. C'est concernant le télétravail, par rapport justement sur l'impact en termes de RSE. C'est de savoir qu'est-ce qui est préconisé ou pas dans les entreprises, qu'est-ce que autour du télétravail, est-ce que vous voyez une appétence suite à l'expérience malheureuse du Covid? Est-ce que, parce que là, je ne vous cache pas que dans le cadre du déménagement, bien entendu, on a constaté un accroissement important de personnes qui souhaitaient se mettre en télétravail. Donc, c'était abordé en termes de télétravail. Est-ce que c'est un outil ou pas, ou au contraire, concernant le respect de la RSE? C'est une conclusion à rebond, en fait, pour un prochain sujet. Ok, merci Yves. Tu as vu qu'il y avait quand même pas mal de questions qui posaient la question de dire, en se posant la question de dire, à l'heure actuellement où on parle de flex, etc., pourquoi la direction d'Orange, elle est comme ça, dans une logique de dire tout le monde au campus? Il y avait quand même cette question qui était. Oui. Mais sur ton interrogation, Olivier. J'ai vu l'interrogation. Oui. Je dis un mot, je réagis. Vas-y, Olivier, ouais, pour apporter une vision globale du télétravail. Effectivement, dans les systèmes de management de la RSE, ça fait partie de la boîte à outils. Hein. C'est le télétravail, le travail à domicile. C'est une façon de réduire son empreinte environnementale en matière de transport. Donc, évidemment, ça fait partie de la boîte à outils. Alors, comme tout outil, il ne faut pas en abuser, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se couper des relations sociales. Les relations sociales en direct, elles sont absolument nécessaires, surtout si on veut faire de l'action collective, par le syndicalisme ou autre, mais même par le travail, tout simplement. Il faut quand même se rencontrer de temps en temps. Mais plus on fera de télétravail et de façon intelligente, et plus on aura une approche sobre, on va dire, en matière d'empreinte de transport dans son activité professionnelle. Donc oui, c'est à développer par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, sans excès. Voilà. Et ça, ça va dépendre du type de métier, la culture d'entreprise, du niveau d'interaction que vous devez avoir avec vos collègues, avec vos clients, avec vos fournisseurs, etc. Oui, c'est ça, le télétravail, c'est quand même une notion, il y a une notion derrière le télétravail de poste télétravaillable. Tous les métiers ne sont pas télétravaillables, y compris si c'est derrière un écran. Hein. Et ça, c'est la grande difficulté. Mais en effet, c'est l'un des leviers, à mon sens. On a tous vécu la crise Covid et on s'est tous aperçus que bizarrement, contrairement à ce que nous disaient nos grands directeurs, comme par hasard, le télétravail était tout à fait possible. Et on arrivait très bien à faire fonctionner l'entreprise avec des gens en télétravail, full télétravail. Donc il y a quand même quelque chose d'extraordinaire derrière ça, où aujourd'hui certaines entreprises reviennent en disant ah mais non, finalement le télétravail c'est bien mais pas full, pas plus de 3 jours par semaine, sinon ça va déstabiliser et puis socialement parlant c'est pas bon. Reste à voir.
Entendu. J'ai remis en ligne, en téléchargement les ressources, hein. Il y avait une question que Véronique posait, donc je l'ai mis. Bah, écoutez, merci à tout le monde. Peut-être Yves, je sais pas, tu n'as pas répondu. Je sais pas si tu as écrit. Est-ce que c'était une question qui était posée dans la salle? Est-ce qu'un salarié Orange pourrait se porter partie civile dans le potentiel dossier qui va être posé au tribunal? Un salarié, Orange. Alors, je vais répondre en toute logique, oui, puisque effectivement, ça a été posé. Vis-à-vis de l'impact par rapport à cette action, s'il y a un seul salarié, ça veut dire que, en gros, ça représente qu'une seule personne qui serait contre le projet et c'est pas représentatif, je dirais, de la majorité des salariés. Donc, c'est peut-être à éviter. Il vaut mieux passer par une organisation syndicale pour s'associer à cette action. C'est mon avis, hein. Mais oui, c'est possible. Bien entendu que c'est possible. Rodolphe, on t'entend plus. Ouais, là je réactive mon micro, c'est bon. Bah écoutez, merci à tout le Mais monde. je voulais dire juste en conclusion, en une phrase aussi. Moi, je pense que pour ceux qui se posent la question de par où commencer et qui ont peur de commencer, je dirais, posez une question dans l'ordre du jour, dans votre prochaine réunion de CSE. Ça commence comme ça. Si ça ne vient pas de votre direction, ouvrez le dialogue par des questions, au moins de comprendre la politique générale de votre entreprise en matière d'impact, de son impact sur l'environnement, de l'impact de ses décisions sur l'environnement. Et puis, vous allez tirer le fil peu à peu. Il faut absolument commencer parce qu'effectivement, il y a des entreprises où ça ne viendra pas de la direction. Donc, et si vous avez peur de commencer, commencez par une simple question générale et ensuite, les choses vont s'enchaîner. Et à Syndex, on vous aidera toujours à enchaîner avec des questions pertinentes et des analyses le plus précises possible. On le souhaite. Merci Olivier. Donc, tu réponds à Béatrice qui pose la question, quelle question? Il faut plonger dans le bain et peu importe il faut poser la question d'étonnement, et qui effectivement après dérouler le fil. Comme Saléa l'a bien expliqué quand on commence à mettre un doigt là-dedans, le champ des possibles que ça ouvre et en quoi c'est super intéressant, Saléa. C'est très intéressant, vraiment. Ouais. C'est peut-être aussi ça qui doit aussi motiver les élus à s'engager sur cette dimension-là, c'est que ça ouvre, c'est une source d'enrichissement dans le bon sens du terme. Et je dirais que c'est très intéressant aussi à titre individuel. C'est ça, c'est que c'est une porte d'entrée où on apprend des choses qu'on n'apprendrait pas dans la presse, qu'on n'apprendrait pas ailleurs. Voilà, c'est tout. C'est un sujet pour tous, c'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est très bien de le lancer dans l'entreprise parce qu'encore une fois, ça vous ouvre des portes que vous ne pourriez pas ouvrir ailleurs. Ok, super. Merci à vous trois. Merci à vous pour votre participation active dans la salle et les ressources partagées. Compte rendu à suivre. Et le prochain direct de Miroir Social, il est prévu le 23 novembre prochain sur un sujet qui est différent. C'est celui de où est-ce qu'on met la ligne rouge ou la ligne jaune, je ne sais pas comment on dit, en matière de confidentialité de l'information. Par rapport à ce qu'on doit aux salariés, en tant que représentant des salariés, et où est-ce qu'on se met la ligne rouge et en quoi l'autocensure agit à toute puissance en ce moment. Donc, merci à vous pour en tout cas vos témoignages transparents. Vous avez dit des choses et c'est très bien. Et merci à Syndex d'avoir porté cette rencontre. Et à bientôt. Et compte rendu à suivre et vous avez automatiquement le replay qui va s'afficher. À bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et à une prochaine fois. Au plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Je coupe.